Bien, je pense que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez sur toutes les plateformes? Sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et sur Facebook, c'est bon? Voilà. Donc, écoutez, c'est avec un plaisir que je vous retrouve, que la paix soit sur vous. Faites savoir s'il y avait des problèmes de son. Dites-nous également de là où vous êtes et comment vous entendez l'intervention. Si tout est clair de votre côté, on essaye de suivre, on essaye de faire en sorte que l'intervention soit de la meilleure qualité technique possible. Après, on fera en sorte qu'elle soit de la meilleure qualité concernant le contenu. Voilà, l'intervention de ce soir, c'est surtout de s'arrêter un moment sur le conflit palestinien, le conflit en Palestine, et de la Palestine aux conflits internationaux, aux autres conflits du monde, et puis comprendre quelle est la logique de ces conflits et comprendre quelle est la logique des résistances possibles. Alors, dès maintenant, vous pouvez noter vos questions, faire en sorte que par la suite nous puissions discuter avec un certain nombre de questions qui sont les vôtres et que nous pourrons, s'il plaît à Dieu, aborder. Évidemment, c'est un sujet complexe, ce n'est pas un sujet facile et ça demande de ce point de vue-là une réflexion approfondie. Alors ce que je vais vous demander, je vais peut-être vous étonner, mais dans la construction de cette intervention, c'est que vous puissiez suivre les différentes étapes de la réflexion. Soit dit en passant, c'est presque mieux de prendre des notes, de pouvoir avoir une vision d'ensemble, de bien comprendre de quoi il s'agit et ce qui est mis en évidence dans cette intervention-là. Parce que le sujet est complexe, parce que le sujet aborde de multiples dimensions, ce n'est pas toujours facile à suivre. Alors je vais essayer d'être le plus pédagogue possible, de pouvoir dire les choses de la façon la plus simple possible, sans simplifier les éléments du conflit. Donc en termes d'introduction, et c'est une longue introduction à laquelle je vous invite, parce qu'elle va vous permettre de voir en quoi le conflit en Palestine, ce qu'est la Palestine aujourd'hui, concentre en fait une somme tout à fait conséquente d'éléments que nous trouvons dans d'autres conflits du monde et la façon dont également ils se traduisent à notre époque dans d'autres situations et comment certaines des dimensions du conflit israélo-palestinien ou du conflit ou de la situation en Palestine veut dire quelque chose pour nous aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est que contrairement à ce que l'on nous essaye de faire croire maintenant, on dit oui, c'est un conflit qui date de 60, 70 ans. En fait, c'est beaucoup plus ancien que cela. Le conflit qui est lié au lieu saint de Jérusalem, ce sont des siècles de conflits. Ça a toujours été un lieu qui a été contesté, disputé, qui a fait l'objet de colonisation, de conquête, etc. Alors on sait, pour ce qui concerne la tradition musulmane avec Salah ad-Din, Ayyubi, on sait également ce qu'il a été avec la volonté de ce qui a été la tradition chrétienne et de ce qu'ont été les croisades, etc. Ça, il faut savoir que depuis longtemps, c'est un objet, un espace, une terre qui a été contestée et qui a fait l'objet de disputes historiques. Maintenant, il y a plus récemment une tournure qui a été donnée à ce conflit et sur laquelle nous devons nous arrêter, c'est effectivement à partir de la fin du 19e siècle. Alors on le sait, il y a Theodor Herzl qui pose l'idée de réunir tous les Juifs du monde dans un espace, sur une terre. Alors ça n'a pas toujours été Jérusalem, ça n'a pas toujours été la Palestine. On parlait d'un endroit en Afrique, on parlait de l'Amérique du Sud. Et puis il s'est trouvé qu'à partir de la fin du 19e siècle, puis le 20e siècle, le conflit a pris la tournure que nous lui connaissons aujourd'hui, avec un principe qui va déterminer ce conflit, à savoir l'installation du peuple juif en Palestine.
Alors, j'espère que c'est bon, est-ce que tout est entendu et que la qualité est bonne? Donc, je peux continuer. Donc, en fait, l'installation du peuple juif en Palestine, de ce point de vue, est effectivement ce qui va déterminer la spoliation de la terre, où il y avait un peuple, alors qu'on disait que c'était un terre sans peuple, qui allait accueillir un peuple sans terre, ce qui effectivement historiquement est faux. Donc, premier élément, il faut se souvenir de ça, des disputes ancestrales, des disputes centenaires, et puis la réalité de l'installation du peuple juif, et ça n'a pas toujours été un État. On a parlé de foyer pour le peuple juif, on a parlé de foyer qui était presque de dimension culturelle et des dimensions religieuses, et pas d'un État. C'est par la suite que les choses se sont transformées. Maintenant, ce que nous devons retenir, et c'est le deuxième point de mon introduction, ce conflit, il est central. On s'en rend compte dans les discussions internationales. On se rend bien compte que la prise de position par rapport au conflit qu'il y a entre les Palestiniens, le peuple palestinien et l'État israélien, l'entité sioniste, eh bien, c'est central. Et ce pourquoi nous devons nous arrêter, c'est qu'il est central, mais non seulement il est central parce qu'on s'aperçoit qu'à travers le monde, eu égard d'ailleurs à la question critique du Moyen-Orient, et quand on parle du Moyen-Orient, c'est les réserves de pétrole, c'est les pétromonarchies, c'est toute cette région, tout l'équilibre du monde qui peut passer par cette région centrale-là et dont le conflit a des conséquences, et ça c'est le deuxième point que je voulais mettre en évidence. Le conflit a des conséquences des conséquences majeures sur le monde entier. Sur tout ce que l'on connaît aujourd'hui de tensions, on s'aperçoit qu'une des dimensions de ce conflit-là, vous allez la retrouver, mais ça pourra être au Sénégal, sur ce qu'on peut dire de certains militantismes d'opposition, aux États-Unis, à l'Europe, en Afrique, en Inde, au Cachemire, etc. Et donc il faut s'arrêter pour se dire, mais en fait, ce conflit central, qu'est-ce qui le caractérise, qui fait qu'il a des conséquences majeures partout dans le monde? Alors, je vais mettre en évidence, et encore une fois, ce n'est même pas exhaustif, je ne vais même pas mettre en évidence tous les éléments, mais je vais mettre en évidence certains d'entre eux, pour que l'on se rende compte que si vous ne comprenez pas ce qui constitue le conflit palestinien, c'est-à-dire qu'on comprenne de la Palestine aux conflits internationaux, eh bien, on pourrait ne pas comprendre ce qui est en jeu. Parce que de tout ce que nous retrouvons à la périphérie, il faudra revenir au centre pour savoir que cela doit caractériser notre compréhension. Alors, première des choses, qu'est-ce qui, dans ce conflit, dans ce que nous disons de la Palestine est central? Première des choses, c'est que, effectivement, nous avons ici une question qui est liée à la terre, à la possession de la terre et d'un État qui demande son indépendance. Alors, c'est une vraie question parce que vous allez vous retrouver dans d'autres États du monde, dans d'autres situations. Regardez ce qui se passe au Tibet, regardez ce qui se passe même pour ceux qu'on appelle des Native Americans ou the First Native en Amérique du Nord. C'est effectivement la question de la terre. À qui appartient la terre? Souvenez-vous ce qui était dit par les Amérindiens. En fait, non, la terre ne nous appartient pas, nous lui appartenons, mais ça on a complètement oublié. C'était une sagesse ancestrale qui ne nous intéressait pas. Et ce dont on s'aperçoit, ce dont on parle aujourd'hui, c'est un peuple qui dit revenir à ce qui lui appartient depuis 3000 ans et qui ne considère absolument pas que les Palestiniens ont même le droit, c'est même pas leur terre. En fait, toutes les colonisations qui se sont passées depuis et le retour du peuple juif n'est en fait pas une colonisation, c'est une libération selon le récit israélien. Le récit israélien, c'est notre terre qui fut colonisée et que nous avons décolonisée. Or, si vous sortez de cette espèce de projection biblique
ou plutôt de la Torah ou d'une certaine lecture, parce que pour ceci, on a un vrai problème, même en termes de terminologie. L'extermination des Juifs, ça devient la Shoah, et la Shoah, c'est pas un texte historique, c'est pas un terme historique, c'est un terme biblique. Donc on prend des mots de la Bible et on les projette sur l'histoire, et ça devient l'Holocauste, et ça devient la Shoah. Et puis finalement, la terre de Palestine, c'est une terre qui appartient au peuple juif de toute éternité de leur révélation, puisque la Torah le dit, la vérité est dite. Eh bien ça, c'est un vrai problème parce que nous retrouvons ici les résistances de beaucoup de peuples sur la question de leur terre, sur la question de leur indépendance. Donc c'est un des aspects qu'il ne faut pas minimiser. Pourquoi ? Parce que quand nous disons aujourd'hui que le peuple palestinien a été spolié de sa terre et que sa résistance est légitime et qu'il a le droit à l'indépendance sur sa terre, on pose comme principe que n'importe quelle projection biblique qui spolierait les Palestiniens de la terre est problématique et que c'est une vision messianique et non pas une vision historique, quels que soient les termes que l'on emploie. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'on va trouver également dans ce conflit et dont le gouvernement ou les gouvernements successifs israéliens sont tout à fait au fait et en ont conscience, c'est la dimension démographique. Pourquoi ? Parce que la dimension démographique fait qu'en sorte que ce soit à Jérusalem Est ou que ce soit dans les territoires occupés, ou que ce soit même à l'intérieur de l'État d'Israël, la population arabe et les Palestiniens leur population augmente de façon beaucoup plus importante que les citoyens de confession juive de l'État, au point qu'il y a une vraie peur. C'est pour ça que vous entendez Netanyahou appeler, en espérant que ce soit en France ou ailleurs en Europe, venez repeupler votre pays, celui qui vous appartient, parce qu'on s'aperçoit que sur le terrain, il y a un vrai problème démographique. Et ce problème démographique, il est en fait transversal. Regardez d'autres conflits, d'autres considérations à travers le monde. Vous apercevrez par exemple que la question qui se pose, même en Inde aujourd'hui, ou la question qui se pose au Xinjiang, ou la question qui se pose en Russie, ou même aujourd'hui ce que disent les extrêmes droites aux États-Unis et en particulier en Europe, qu'est-ce qu'ils mettent en évidence ? Ils mettent en évidence que le vrai centre de la tension qu'il peut y avoir avec la présence musulmane en Europe est une question démographique. Et donc là, on est effectivement, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, on voit le miroir de cette vraie réflexion. Il y a aujourd'hui en Palestine, il y a aujourd'hui sur cette terre une vraie question démographique. Donc je répète, la question de la terre et de l'indépendance, la question démographique. Ensuite, il y a une dimension politique parce que l'État d'Israël ou Israël n'est pas venu tout seul. Qui a créé l'État et qui l'a soutenu ? C'est une vraie question qui se pose et on ne peut pas aujourd'hui ne pas en tenir compte, surtout de ce point de vue-là qu'on s'apercevra que dans d'autres conflits, on ne peut pas sortir le conflit de qui a voulu l'État dans lequel nous sommes et qui soutient les forces en présence. Et aujourd'hui, par rapport à la question israélienne, quand vous voyez le massacre auquel nous assistons d'un point de vue réellement, là, aujourd'hui, sous nos yeux, eh bien, ça n'est pas une guerre, c'est un massacre, c'est une armée équipée en face d'un peuple qui envoie des roquettes artisanales. Et de ce point de vue, il y a une vraie question politique de qui soutient qui et pourquoi. Et de ce point de vue, on s'aperçoit que, là aussi, on ne peut pas comprendre la question palestinienne sans poser la vraie question politique du rôle de l'État et de ses soutiens sur le plan international. Et on s'aperçoit que c'est exactement la même chose sur l'ensemble des conflits internationaux. La vraie question politique également, nous la trouvons dans le conflit israélo-palestinien. Il y a maintenant une quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est la réalité économique. La réalité économique, c'est que si aujourd'hui ce conflit est central, alors évidemment, sur le plan strictement régional, il y a un fait qui est clair sur cette région, c'est l'accès à l'eau pour la région, l'accès à l'électricité, le fait que Israël contrôle tout sur le plan sécuritaire. Mais plus largement dans la région,
plus largement dans la région. C'est une région centrale parce que tout près de cet État-là, au centre de tout ce qui va se décider, il y a le pétrole et il y a des minerais, il y a le gaz. Et donc on s'aperçoit que ce conflit-là, on ne peut pas le séparer des enjeux économiques régionaux. Et que si vous voyez cet élément-là, vous comprenez que si vous regardez ailleurs, au lieu de regarder uniquement l'équation économique qu'il faut considérer, il faut considérer l'équation économique. Qui a intérêt? Quels sont les intérêts? Si vous observez ce qui se passe au Niger, si vous observez ce qui se passe au Mali, au nord du Mali, si vous regardez ce qui se passe en Algérie, si vous écoutez et voyez ce qui se passe en Mauritanie, avec les enjeux très importants de tout ce qu'on a trouvé maintenant dans ce qui est de ce que sont les minerais, et puis les terres rares et tout ce que nous savons aujourd'hui sur les richesses, eh bien nous apercevons que ce qui se joue en Palestine dans cette tension se joue partout ailleurs de la même façon et que nous aurions tort de penser uniquement à l'idée de l'opprimé et l'oppresseur, mais à considérer les questions économiques. Cinquième des dimensions que nous allons retrouver partout également, eh bien, c'est la dimension religieuse. Elle est essentielle parce que Jérusalem, c'est le lieu saint des trois religions abrahamiques. Et puis, on nous le présente pour éviter le politique, pour éviter l'économique, pour éviter le démographique, pour éviter la question de la terre en une question religieuse. Ce seraient les musulmans contre les juifs. Excusez-moi, mais il ne s'agit pas de ça du tout. Ce qui est en jeu, effectivement, c'est que pour les musulmans, Jérusalem est centrale. C'est la première des qiblas, c'est-à-dire des directions de la prière. C'est un lieu saint fondamental, Masjid al-Aqsa. C'est une question religieuse, mais qui pose comme principe, qui devrait poser comme principe que s'il y a des lieux saints pour les trois religions, l'accès et la protection de ces lieux saints doit être la même pour tout le monde. Or, ce que nous sommes en train de nous dire aujourd'hui, c'est qu'au nom du fait que cette terre appartenait aux Juifs depuis 3000 ans, le temple qui est sous Masjid al-Aqsa a plus de légitimité que l'Aqsa qui serait venu après et qui serait en fait l'œuvre des colonisateurs. C'est ce que disent pas simplement les extrémistes colons ou d'extrême droite en Israël aujourd'hui. C'est un récit qui se fonde sur le fait que cette terre nous appartient. Et qui le dit? Qui le dit avec franchise, avec l'arrogance qui est la sienne, Netanyahou? Cette terre nous appartient depuis 3000 ans. Donc tout ce qui s'est construit au-dessus n'a été que spoliation historique. Il faut détruire ce qui était au-dessus pour revenir aux fondamentaux qui est l'appartenance et la possession de cette terre. Donc la dimension religieuse, excusez-moi, il ne faut pas la minimiser. Vient ensuite une sixième dimension. Et cette sixième dimension, vous allez voir comment les niveaux s'ajoutent les uns aux autres. Et à partir de cette compréhension de ces différentes dimensions, vous allez voir pourquoi ce conflit il est central et pourquoi toutes ces dimensions jouent ailleurs à travers le monde. L'autre dimension, c'est une dimension culturelle. En fait, si vous écoutez ce que disait Livni, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, ou ce que vous entendez quand vous entendez Netanyahou, tout se passe comme si Israël était la garde rapprochée, le premier front de la civilisation occidentale par rapport aux autres civilisations, en particulier par rapport à la civilisation musulmane. Mais plus profondément sur le plan culturel, c'est effectivement une civilisation où Israël représenterait encore l'Occident et où tous les pays qui sont autour, ce serait l'Orient. C'est-à-dire se joue de ce point de vue-là l'axe de la relation entre les civilisations et les cultures. Et donc, en Europe ou aux États-Unis, on se retrouverait davantage dans ce qu'est la culture israélienne qui serait occidentale par rapport aux autres cultures qui seraient au pluriel les cultures arabes. Et puis on y ajoute bien entendu l'islam et on y ajoute même le christianisme, mais celui-ci qualifié, le christianisme d'Orient, qui n'est pas exactement le christianisme d'Occident. Tout se passe comme si, dans ce conflit-là, on avait cet équilibre-là. Ça se jouait là, si vous voulez, du point de vue culturel. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, il faut encore aller plus loin, parce que ce que l'on trouve aussi dans ce conflit, c'est une dimension raciale.
C'est-à-dire que non seulement il y a l'idée de la culture occidentale versus la culture orientale, mais il y a dans la relation le blanc, même d'ailleurs entre les Juifs, il y a des catégorisations. Souvenez-vous, quand les Juifs d'Éthiopie étaient venus et qu'on leur a demandé de refaire leur conversion, comme si étant noir ou comme si étant arabe, ça n'était pas exactement la même chose que le judaïsme qui vient de l'Europe de l'Est ou qui vient de la Russie. Comme s'il y avait des catégories raciales. Et ce que l'on trouve même dans le discours à l'intérieur du récit de l'État d'Israël, c'est que par rapport aux Arabes, par rapport aux descendants de qui ? Des descendants d'Ismaël, eh bien, il y a une connotation qui est une connotation négative, voire même une connotation de mépris. Il faut se souvenir que dans le Talmud, ce qui peut être dit sur les Arabes, les enfants d'Ismaël, ce sont ceux qui vont être les principaux opposants, qui vont s'opposer à la noble tradition juive. Donc il y a aussi tout un récit de ce point de vue-là, et qui est expérimenté au quotidien par les peuples, ou par le peuple sur place, qui est l'arabe, l'oriental, celui qui est dans une appartenance perçue comme négative par rapport à ce que représenteraient ceux qui sont les descendants d'Isaac, et puis une certaine connotation raciale. Que ceux qui ont visité Israël, que ceux qui entendent, quand on entend les discours avec les Arabes, avec les Orientaux, avec les Noirs, eh bien, il y a une connotation raciale évidente. C'est pas fini. Ça, c'est le 7e niveau où on voit des relations. Ensuite, il y a celui, si vous le connaissez, c'est une question qu'on va retrouver aujourd'hui de façon mondiale, le terrorisme. Qui est terroriste ? Parce que qui nomme le terroriste et qui dit qui est terroriste ? Eh bien, depuis, alors on le sait, les groupes Stern et l'Irgun étaient considérés comme des mouvements terroristes avant la création de l'État d'Israël. Ensuite, il y a eu l'État et tout à coup, la façon dont il a eu de s'en prendre par Ben Gourion sur ce que Ilan Pappé appelle un nettoyage ethnique caractérisé, eh bien, tout à coup, c'était devenu légitime puisque c'était les fêtes d'un État. Et ce que l'on connaît, effectivement, c'est qu'on suppose que l'État a une violence légitime, pratiquement un terrorisme légitime. Et puis, c'est construit au fil des années l'idée que ceux qui résistent, ce sont les terroristes. Et donc la résistance palestinienne, on lui accole le terme terroriste. Ce n'est que hier ou avant-hier que l'Union européenne a retiré Hamas de la liste des organisations terroristes. Et vous écoutez Nelson Mandela, jamais il n'a voulu parler de terroristes quand il s'est agi de Hamas et de la résistance palestinienne, parce qu'il disait, il répétait, ceux qu'il faut condamner, ce sont les occupants, les résistants sont légitimes à leur résistance puisqu'ils ont été spoliés de leurs terres. Alors bien entendu, on embellit, on a fait de Mandela l'icône de la résistance noire par rapport à la suprématie blanche, mais on oublie de dire ce qu'il disait par rapport à la Palestine. Mais ce qui est intéressant, parce qu'en plus c'était bien une question raciale, il savait, Mandela, et on le sait tous, que parmi les principaux soutiens à l'apartheid d'Afrique du Sud a été le gouvernement israélien qui fournissait en sécurité et en armes le pouvoir d'apartheid en Afrique du Sud, sur des questions d'argent, sur des questions économiques. Donc ça, on le sait. Mais ce qui est intéressant ici, c'est finalement cette question du terrorisme. Et souvenez-vous, quand en 2001, il y a les tours qui tombent à New York, le pouvoir israélien qui dit « Ah, maintenant vous allez savoir ce que c'est que d'être victime du terrorisme ». Et donc, le récit sur le terrorisme international va se coller et être en miroir avec toute la discussion que nous avons sur qui est terroriste en Israël ou parmi les Palestiniens. Comme si, finalement, la terreur exercée par le pouvoir et les gouvernements successifs, parce que quand même, je veux dire, il faut aller jusqu'au bout. Je veux dire, ils s'en sont pris avec la première intifada. Celui qui a reçu le prix Nobel de la paix,
de ce point de vue-là, il a été celui qui a commandité qu'on prenne des enfants qui jetaient des pierres sur des militaires et qu'on fracasse leurs bras à coups de pierre. Ils jetaient des pierres pour se défendre et on fracassait leurs bras, on brisait leurs bras à coups de pierre. Eh bien, il a eu le prix Nobel de la paix. Je veux dire, c'est quand même assez étonnant comment on oublie vite. Menahem Begin, c'était un des membres de l'Irgun, mouvement terroriste, prix Nobel de la paix. Attendez, je veux dire, parce que il a signé un accord pour lequel aucune des clauses de cet accord n'a été respectée. Mais ce n'est pas ceci le sujet. Le sujet, c'est la question du terrorisme. Et si vous comprenez comment le récit, la construction de qui est terroriste, qui nomme le terroriste, qui nomme ceux qui sont les freedom fighters, c'est-à-dire ceux qui vont être les combattants de la liberté, ben vous apercevez que très vite, tous ceux qui ont résisté à la politique israélienne ont très vite été qualifiés de terroristes. C'est-à-dire que quand ils sont non violents, ils se mettent autour de la maison et ils se tiennent main dans la main, sans armes, sans rien, et puis on vient détruire la maison, et puis qu'on passe et qu'on traverse et qu'on brise la résistance non violente, et on les traite de terroristes. Quand tous les vendredis, ils allaient vers la frontière sans armes et qu'ils se présentaient et qu'on leur tirait dessus à balles réelles, c'était des terroristes. En d'autres termes, pacifistes ou pas, résistants pas, sont toujours terroristes. Et l'État qui tue les innocents, lui, il est dans la légitime défense. Ça fait 60 ans qu'on apprend, qu'on entend, qu'on nous répète que cet État a le droit de se défendre, alors que c'est lui qui occupe, c'est lui qui agresse, c'est lui qui tue, et que les chiffres sont édifiants. Entre 300 à 500 enfants sont dans les geôles israéliennes aujourd'hui, physiquement à l'isolement, est torturé, est maltraité, et qui est terroriste. Donc ce récit-là, ce qui vient aujourd'hui, qu'on trouve partout, vous allez aux États-Unis, vous allez en Afrique, dans tellement de pays africains, en Europe, au nom du terrorisme, au nom de ceux qui expriment une opinion et qui peut-être même ne sont pas violents, par suspicion de terrorisme, il y a multiplication des registres de la sécurité et de la surveillance. Voilà ce à quoi... Donc vous voyez bien les répercussions. C'est-à-dire que ce qui a été dit là-bas, on le retrouve un tout petit peu partout à travers le monde, et que cette logique-là, il faut en tenir compte. 9e et avant-dernière dimension qu'on retrouve un tout petit peu partout, c'est la dimension technologique. Parce que ce que nous voyons en la force incroyable, l'une des armées les plus puissantes et les plus armées et avec les armes les plus sophistiquées du monde, est aujourd'hui en train de s'en prendre à des bantoustans, à des prisons à ciel ouvert et à 5000 mètres de haut, avec des drones, avec des avions sans pilote. Eh bien, ils pilonnent et ils tuent. Cette technologie, cette puissance militaire, ce savoir-faire, avec tout ceci, eh bien, c'est ce que nous retrouvons un tout petit peu partout. Regardez ce qui est en train de se passer à partir de la Californie. Ce petit soldat qui est assis à son bureau, comme je peux être assis devant mon ordinateur maintenant, et puis qui tue à partir d'un drone des personnes au Yémen, et puis qui cible les gens. Eh bien, aujourd'hui, vous avez ceci dans les territoires occupés, vous l'avez à Gaza. C'est tellement sophistiqué que ces outils, que cette technologie-là, Israël en est un importateur au premier chef, au premier rang. Ils ont conseillé la façon dont on devait s'en prendre aux terroristes en Algérie. Ils conseillent et ils disent, je veux dire, vous avez même entendu en France que Zemmour disait que des militaires venaient conseiller les stratégies d'intervention dans les cités. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, cette technologie, cette façon, cette approche, cette façon de surveiller les téléphones, les instruments et les armes les plus sophistiquées, eh bien, on s'aperçoit que ce qui est le champ d'expérimentation à Gaza, comment de ce point de vue-là on peut avoir une capacité d'entrer dans les demeures, de savoir ce qui se passe à travers les murs de la demeure, de surveiller les gens, les téléphones, tout ceci, eh bien, il n'y a pas plus sophistiqué que ce qui est produit à partir de ce conflit-là et qui nous revient à tous partout dans le monde. C'est-à-dire, Israël, on le sait par exemple en Afrique, c'est une chose absolument incroyable. D'ailleurs,
C'est assez intéressant de voir que même dans la Libye du dictateur Kadhafi, qu'on a éliminé, ceux qui lui ont offert des instruments de sécurité pour surveiller le peuple, ce sont des pays européens, au premier rang desquels la France, qui elle-même prenait sa technologie d'Israël. Donc vous voyez que les chaînes de transmission de cette technologie sont importantes. Et puis dernier élément, il ne faut pas le minimiser non plus, c'est la dimension médiatique. La dimension médiatique, c'est que on le voit aujourd'hui, tous les jours, c'est la façon dont les événements nous sont présentés. Je veux dire que pratiquement partout en Occident aujourd'hui, on vous dit les roquettes qui ont été tirées par Hamas et la réaction israélienne. C'est comme si systématiquement les Israéliens viennent en second pour légitimer le fait que ce serait, encore une fois, une réponse, une légitime défense justement à une agression, alors qu'on sait que ce n'est pas vrai, on sait que ça n'est pas une légitime défense et ça n'est pas une réponse à une agression, puisque entre deux crises, l'agression perpétuelle dont 99% d'entre nous en Europe ou en Afrique, nous ne tiendrions pas une semaine dans l'humiliation que sont les checkpoints, que sont les surveillances, que sont le fait que entre vous et votre champ de travail, on a mis des murs, on vous surveille, on vous insulte et que vous ne pouviez pas réagir. Plus que cela, ce n'est pas simplement une affaire de militaires, c'est des colons qui vous insultent et vous avez des grilles qui passent à même les murs et à même les fenêtres. Et donc vous ouvrez la fenêtre de votre demeure et il y a une grille et devant passent les colons qui vous insultent. C'est le quotidien de beaucoup de gens dans les territoires occupés. Et ça, ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que c'est révélateur de ces couvertures médiatiques. Parce que les couvertures médiatiques, on se dit, mais il y a combien, où sont les journalistes qui vont à un moment donné dire la vérité sur ce qui se passe? Comment se fait-il que ceux qui détiennent tous ces médias, ces grandes agences internationales, sur tout ce qui concerne l'Occident, continuent à déformer les faits, à ne pas nous informer, à ne pas dire les vérités, à ne pas aller jusqu'au bout, et que vous avez quelques journalistes courageux qui osent dire ce qui se passe, qui osent dire l'horreur et le quotidien des femmes et des hommes dans les territoires occupés, dans les territoires colonisés. Et là, on fait un recul, on fait un pas en arrière, puis on se dit, mais finalement, cette couverture médiatique, si on regarde maintenant ce qui peut se passer à travers le monde, les médias sont des agents du pouvoir et le pouvoir utilise les médias pour conforter son pouvoir. Et il y a, de ce point de vue, une alliance de bons procédés. C'est-à-dire, les médias couvrent comme il se doit la réalité pour préserver des pouvoirs et les pouvoirs permettent aux médias justement de venir couvrir comme il se doit et de protéger leurs intérêts. Alors, quand vous entendez ce qui est dit sur ce que sont les réalités de ce qu'on nous dit aujourd'hui en Occident, dans les médias par rapport à l'Afrique, par exemple, par rapport à, je veux dire, c'est absolument incroyable. On nous laisserait entendre que l'Afrique est totalement indépendante. On sait les corrompus qui sont à la tête de beaucoup de pays africains. Et ceux-ci n'ont pas d'excuses. Ce sont des corrompus, il faut les appeler pour ce qu'ils sont. Dans les pays africains. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous dire, qu'on a laissé ces pays qui sont indépendants, qu'on va libérer le nord du Mali parce qu'on aime les Maliens, qu'on est allé bombarder la Libye parce que tout à coup on s'est aperçu que Kadhafi, il n'est pas bien, il n'est pas gentil avec son peuple, donc on va être l'ami du peuple, ce que m'avait dit Guénaud à un moment donné, m'expliquant que tout à coup le bombardement de la Libye était un acte humanitaire parce qu'on aimait les Libyens. On les a aimés tard, hein. On les a aimés tard, surtout que l'amour qu'on a eu pour les Libyens correspondait tout à fait aux intérêts qu'on voulait protéger. C'est-à-dire que c'est assez étonnant, notre cœur s'ouvre quand notre porte-monnaie parle. Ça, c'est la réalité de ce qui est en train de se passer en Afrique et vous vous apercevez de ce point de vue de l'orientation idéologique des médias.
Et quand je dis les médias, je dis aussi faites très très attention parce que c'est vrai pour les médias classiques, mais si vous pensez que les réseaux sociaux, on le sait aujourd'hui, il y a dans les réseaux sociaux des orientations, tout à coup là ça bug, tout à coup là vous n'avez pas accès à tous ceux qui vous suivent, on vous restreint, on le sait, je veux dire, maintenant il n'a pas fallu attendre Cambridge Analytica pour savoir qu'il y avait des implications des réseaux sociaux sur des questions d'élections, sur des votes, etc. Donc tout ceci, vous le retrouvez dans ce conflit-là. Au moins 10 dimensions que si vous sortez du conflit, vous allez les retrouver d'une façon ou d'une autre dans les autres conflits du monde. Et tout est concentré ici. Et encore une fois, c'est vrai du rapport entre culture et civilisation, c'est vrai de la question de la sécurité, c'est vrai de la question du terrorisme, c'est vrai de la question des médias, c'est même vrai de la question des races, de la façon dont les choses sont mises en évidence, sur la question culturelle, la question religieuse, la dimension politique, la dimension démographique, et bien entendu la première qui était la réalité de la Terre. Une fois qu'on a compris ceci et qu'on s'aperçoit de la charge politique, économique, humaine qu'il y a dans ce conflit-là, on ne doit pas la minimiser. Et puis surtout, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, comme certains sont en train de le faire aujourd'hui, c'est qu'ils ont un rapport tout à fait sélectif aux bonnes causes ou aux causes justes. On parlerait des Tchétchènes, on parlerait des Ouïghours, on parlerait de toute la périphérie pour ne pas parler de ce qui est central aussi, tout en sachant que si on touche à ce qui est central, il va falloir toucher à toutes les dimensions dont nous avons parlé. Et ça nous ramène d'ailleurs à nos réalités en Europe, en Occident, et dans les sociétés indiennes et dans les sociétés asiatiques ou dans les sociétés même sud-américaines. Donc, ce que j'aimerais mettre en évidence, une fois que tout ça est clarifié du point de vue central, c'est d'en venir maintenant aux conséquences immédiates, le développement. Qu'est-ce qu'on fait de tout ceci? Alors, première des choses que je n'ai cessé de répéter ces derniers jours en commentant ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est qu'il est très important de connaître l'histoire et connaître les tenants et les aboutissants de ce conflit. C'est-à-dire ne rien simplifier. Bien sûr, il y a une manipulation historique. Il y a une manipulation historique, ce que je vous disais tout à l'heure, cette terre est à nous, tous ceux qui sont venus après nous l'ont colonisée et Israël serait un processus de décolonisation. C'est une manipulation historique. Il y a sur ce qui nous est dit, sur le récit, des mensonges des médias. Les mensonges des médias, il faut les connaître et on ne peut contester les mensonges rapportés par les médias que si on est informé, si on a, de ce point de vue, bien compris de quoi il s'agissait. Et de faire attention à une chose, parce que ceux qui ont le pouvoir sont véritablement les champions pour déplacer les questions. Ils déplacent les questions et finalement ils vous disent « Eh bien en fait, c'est pas vraiment une question politique, c'est une question religieuse et la clé de cette question religieuse, c'est qu'il y a dans l'islam quelque chose qui est antisémite. » Et donc, il déplace la contestation politique légitime vers un a priori qui serait l'antisémitisme naturel des musulmans. Or, tout ça est un mensonge. D'abord, parce que les musulmans, en majorité, d'abord, les musulmans arabes sont sémites et que la tradition musulmane parle des juifs comme étant des gens du livre. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il faut qu'on soit clair. La question est politique puisque c'est la question d'un peuple qui avait une terre et qui exige à juste titre son indépendance. Qu'il y ait une question religieuse, bien sûr, que le monde musulman, dans sa totalité, comprenne que c'est une affaire religieuse, oui, mais dans quel sens? Dans le sens où ils affirment, tous les musulmans du monde, que Jérusalem et que Masjid al-Aqsa doivent être des lieux protégés internationalement. Et ce n'est même pas les musulmans qui le disent, c'est la communauté internationale par l'intermédiaire d'abord de la Société des Nations, puis des Nations Unies, qui ont mis en évidence Jérusalem doit être une ville internationale. Qui la spolie? Qui en fait sa capitale à l'exclusive avec le soutien des États-Unis? Eh bien, c'est l'État aujourd'hui d'Israël qui fait ceci, qui l'a transformé, qui l'a spolié, qui en a fait une affaire d'autorité et de propriété. Donc, déplacer le champ du débat
du politique vers le religieux, et vous verrez d'ailleurs que ce que je vous dis dans ce déplacement-là, ce que vous voyez aujourd'hui, même sur ces questions dans le débat palestinien, dans les autres conflits, c'est la même chose. On va déplacer les choses. C'est-à-dire que, par exemple, les contestations par rapport à l'autorité à un moment donné, voir la corruption qu'il y a en Côte d'Ivoire, on va vous dire « Ah, c'est les chrétiens contre les musulmans ». La même chose en RDC, c'est les musulmans contre les chrétiens. La même chose en Indonésie. C'est-à-dire, très très vite, transformer le cœur du débat en une tension religieuse pour ne pas toucher l'essence du débat, qui est une question politique de reconnaissance des droits des uns et des autres. Et puis, bien entendu, on fera de cela une question religieuse, et puis on évitera de parler de l'importance cruciale. C'est-à-dire, souvent on fait l'écran avec le conflit religieux ou l'écran avec le fait de minimiser la question politique ou de la présenter d'abord. Pourquoi ? Pour éviter de parler de la vraie question, celle qui fâche. C'est la dimension économique. C'est que c'est une région centrale pour plein de raisons économiques. Et ces raisons économiques, l'importance de la région, c'est de ce point de vue, de se dire, attendez, il y a dans cette région-là des enjeux, et il faut savoir que les dynamiques sont interdépendantes. C'est vrai pour le pétrole, comme je l'ai dit, c'est vrai pour le gaz, et il va falloir qu'on parle de ceci pour comprendre l'importance de la question économique. Et puis on déplace tout ceci alors vers d'autres considérations culturelles, raciales. Alors c'est une question de terrorisme, ce sont des terroristes. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on va peu à peu, très vite, faire l'équation. Un musulman, il n'est pacifiste que si c'est un musulman qui ne revendique aucune position politique qui soit à l'encontre de la doxa, c'est-à-dire qu'il ne répète pas ce qu'on a envie qu'il répète. Dès qu'il ne dit pas ce qu'on a envie qu'il dise, eh bien il est suspecté d'être un crypto-terroriste ou d'être tout simplement un terroriste. Donc on a de ce point de vue le déplacement. Donc pour pouvoir voir ce mouvement qui va déplacer la question essentielle, eh bien, il faut connaître l'histoire, il faut connaître les faits, et puis il faut garder une cohérence dans le propos, savoir de quoi on parle et comment il faut en parler et comment est-ce qu'on doit aborder ces questions-là, parce que ce que nous allons voir se faire et se passer dans la question palestinienne, vous allez le voir pratiquement partout. Et on nous promène en fait, en refusant de voir l'essence du conflit, on nous promène sur le culturel, on nous promène sur le religieux. Alors vous, l'islam, c'est la violence, c'est le terrorisme. Il dit attendez, on va parler pendant combien de temps de ceci quand vous ne parlez pas de l'essence, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui a volé, à qui on a volé son peuple, sa terre et qui résiste. Pourquoi vous voulez parler uniquement et de nous laisser entendre passons notre temps à savoir s'il y a une relation consubstantielle, essentielle entre l'islam et la violence. Et bon, on passe son temps à discuter de ceci, à discuter d'éléments qui sont des éléments construits pour essayer d'éviter la question centrale. Alors ça, aujourd'hui, sur le plan des médias, sur le plan du discours, c'est une chose qu'on voit, au point qu'on en arrive à des moments donnés, à des équations qui sont ce qu'on trouve dans les extrêmes droites à travers le monde, mais pas seulement parce que ça s'est normalisé, c'est cette idée qu'en fait, ils sont culturellement et religieusement, voire peut-être même racialement violents. C'est dans leur gène. Mais vous vous souvenez de où vous avez déjà entendu cela ? Vous ne l'avez pas entendu dans ceci. Dans ce que vous voyez émerger ou revenir sur le devant de la scène, c'est des choses qui sont très très anciennes. Chez ceux qui allaient coloniser l'Afrique, chez ceux qui étaient des racistes intellectuels, de ceux qui étaient le racisme académique, ce sont les renans. Il y a dans ceux qui ne parlent pas français, il y a dans ceux qui sont noirs, il y a dans ceux qui sont musulmans les graines de la violence, les graines de l'incivilité, les graines de la non-civilisation. Et ce discours-là, vous pouvez faire semblant de ne pas le voir, mais il est en filigrane de beaucoup de ces discussions, de ce déplacement. On ne veut pas parler du politique, on ne veut pas parler de l'économique, alors parlons du culturel, alors parlons du racial, alors parlons du religieux, sans entrer dans le fond de la question. Je vous dis ceci parce que ce que vous voyez comme une loupe dans le conflit palestinien, c'est la réalité de tout ce que vous voyez ailleurs.
Vous allez en Afrique, vous allez retrouver les mêmes déplacements. En Occident, les mêmes déplacements. On nous déplace, on ne veut pas porter les vraies questions. Vous parlez, par exemple, dans les cités, vous parlez dans les inner cities aux États-Unis. Ben attendons, parlons de la justice, parlons quand même du fait que quand on est un citoyen américain, européen, on devrait avoir les mêmes droits, quelle que soit la religion. Ah non, 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 attention, l'islam peut être un problème. Attention, votre couleur, attention, votre origine, vous restez des immigrés, même si vous avez la nationalité. Et tout à coup, on se dit, mais attendez, il y a quand même un parfum de déjà-vu. Il y a quand même quelque chose qui répond. Et donc, cette exportation, cette amplification de choses que l'on voit là de façon concentrée, eh bien, il faut en être très très conscient. Parce que si on ne sait pas le voir là-bas, on le subira ici. Mais si on sait l'analyser là-bas, on en sera conscient et on portera un autre type de discours. Celui qui refusera de discuter du détail qui fait oublier l'essentiel, mais qui reviendra à l'essentiel pour trouver une solution au détail. C'est ça l'attitude que nous devons avoir aujourd'hui. Et rappelez-vous, donc, ça, c'est déjà des éléments qui sont importants. Rappelez-vous d'une autre chose. Récemment, Netanyahou est un homme dangereux. Et c'est un menteur. Il vient, ça je l'ai appris récemment, il vient d'une famille d'extrême droite extrêmement engagée depuis de longue date. Bon, on sait que lui, il est d'extrême droite, mais en fait, il a une filiation de ce point de vue-là, même si je sais qu'il faut toujours faire attention à cela. Mais lui, dans son discours et dans son engagement, il est clairement d'extrême droite. Eh bien, Netanyahou, il y a une chose qu'on ne pourra pas lui reprocher, c'est qu'on ne pourra pas lui reprocher de savoir mentir, parce qu'il ment, d'être arrogant, d'être sûr de lui, et à des moments de dire un certain nombre de vérités. Netanyahou, très récemment, a dit « Si Israël échoue dans ce conflit, tous les États alentours vont échouer. » En d'autres termes, la survie des pétromonarchies, des dictatures alentours, tient au fait de la possibilité et de la capacité d'Israël de vaincre la résistance palestinienne. Ça peut paraître étonnant de dire une chose pareille, et pourtant il a raison. Il a raison parce que, pour une quantité de raisons que je ne vais pas pouvoir rappeler, mais un certain nombre, j'aimerais en rappeler en tout cas 2 ici. La première, c'est qu'il faut se souvenir d'une chose, c'est que la création de l'État d'Israël, comme je l'ai dit, fin du 19e siècle, 1888, etc., tout ce qui a été Herzl et puis la suite. Ensuite, 1917, la déclaration Balfour et tout ce qui a été peu à peu l'émergence de l'État d'Israël par étapes. La création de cet État, par l'intervention immédiate et directe du gouvernement britannique, qui a donné une terre qui ne lui appartenait pas à un peuple qui était censé être sans terre, mais qui volait la terre d'un peuple qui avait une terre et qui ne l'avait plus, par la décision britannique. Eh bien, ce moment-là historique correspond à deux moments qu'on ne doit pas oublier. Souvenez-vous, la conférence de Berlin, nous sommes à la fin du 19e siècle, 1885, qu'est-ce qu'elle fait sous l'autorité de l'Allemagne à l'époque? Eh bien, divise l'Afrique. Donc en fait, des États occidentaux divisent un continent et se le répartissent. Eh bien, avec les accords de Sykes-Picot en mai 1916, on fait exactement la même chose avec le Moyen-Orient. Et on va créer des petits émirats, des royautés avec une superficie tout à fait circonscrite. Pourquoi ? Parce que plus c'est petit, plus ça a besoin de notre protection, et plus c'est petit, ça a une possession sur le pétrole, donc ça a besoin de notre protection, et nous exploitons la richesse du pays qui a besoin de notre protection. C'est le même mouvement, historiquement, qui va voir la création de l'État, de tous ces États à côté, et qui vont permettre l'équilibre. En d'autres termes, la division politique pour la suprématie économique. C'est ça qui se passe à partir de la fin du 19e siècle et puis sur le 20e siècle. Et il a raison, pourquoi ? Parce que finalement, à côté de ce pays-là, vous n'avez que des dictatures. Mais ces dictatures, ce sont des dictatures qui, parce qu'elles sont dictatures,
permettent à Israël de justifier le fait qu'elle ait besoin de sécurité. Et que Israël, dans son besoin de sécurité, va être renforcé, à être soutenu, justement parce qu'il y a des dictatures qui l'entourent. Mais qui soutient les dictatures qui entourent ceux que ces États vont aussi protéger? En d'autres termes, ceux qui vont aider à la sécurité d'Israël sont les mêmes de ceux qui soutiennent les dictatures qui menacent Israël. Étonnant, non? Eh bien, pas étonnant du tout. Il a raison. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit les États-Unis ou que ce soit les États européens, depuis l'époque, que ce soit les Français, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit les Américains, en d'autres termes, ils soutiennent des dictatures qui sont censées mettre en danger l'État d'Israël qu'ils soutiennent, ils soutiennent les deux et créent la peur et le danger qui permet, dans la division régionale, de garder l'équilibre qui leur permettra de soutenir les pétromonarchies et de tirer du profit de leur pétrole, de leur gaz, par leurs multinationales. Un échange de bons procédés, et on s'aperçoit de ce point de vue, effectivement, qu'il a raison. S'il advenait que la résistance palestinienne puisse renverser le pouvoir israélien, ou puisse vaincre, eh bien, ça mettrait à mal tous les États de la région. Et les États l'ont bien compris, qui se taisent, qui ne disent rien. Ils ne disent rien pourquoi? Parce que non seulement les États ont laissé tomber la Palestine, mais ils ont laissé tomber la Palestine pour leur propre survie, parce qu'ils ne survivent que par ceux qui les soutiennent et qui soutiennent aussi Israël. Quand on leur dit de se taire, ils se taisent. Et quand on leur dit de faire semblant de parler, ils font semblant de parler. Ils sont les maîtres de la simulation. Le discours qui vient des États arabes aujourd'hui, il n'est pas décidé dans les capitales arabes, il est décidé à Washington, ou à Londres, ou à Paris. On va même chercher Sisi, le bien nommé, démocrate devant l'Éternel, pour expliquer comment on va faire la paix entre Israël et les Palestiniens qu'on massacre. Donc, il faut se souvenir que c'est la même dimension, la même logique de ce point de vue, et qu'effectivement, cette présence-là, c'est une double justification, il ne faut pas l'oublier. Deuxième des dimensions, et je m'arrêterai là par rapport à cela, c'est économiquement. C'est économiquement, comme je vous l'ai dit, c'est une région centrale, on y trouve du pétrole, il y a le gaz, il y a d'autres minerais, et puis à partir de ceci, il y a un récit qui va se constituer. Et le récit qui va se constituer, c'est que dans cette région, par rapport à Israël, il y a une résistance. Quels sont ceux qui sont en première ligne de la résistance? Eh bien, ce sont les Arabes, les Palestiniens, dont on mettra en évidence majoritairement qu'ils sont musulmans, ce qui d'ailleurs n'est pas vrai, puisqu'il y a une vraie résistance palestinienne chrétienne. Mais on mettra en évidence ceci pour créer quoi? Pour créer l'idée que l'État d'Israël, c'est finalement les Juifs contre les musulmans. Mais comme l'État d'Israël représente aussi l'Occident, c'est la garde avancée de l'Occident, ce que disait Livni, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, mais nous sommes ceux qui vous protégeons de ce qui peut venir, le terrorisme. Eh bien, ici, là, c'est l'islam et c'est l'Orient. Et c'est encore une fois ce que je vous disais, la dimension culturelle. Cette dimension culturelle, vous la retrouvez aujourd'hui dans le discours que les extrêmes droites sont en train d'importer partout en Occident. Partout en Occident. Écoutez ce que disait Trump quand il y avait le Muslim ban, quand il disait il ne faut pas les laisser entrer parce que même leurs immigrés, même leurs réfugiés sont potentiellement des terroristes. C'est ce qu'on a entendu aussi en Europe. Même ceux qui arrivent à Lampedusa, même ceux qui arrivent par la mer, même ceux qui nagent, même ceux qui sont en train de se noyer dans la mer, il se pourrait que parmi eux il y ait des terroristes. Donc cette idée qu'en fait, à partir de ce conflit-là, ce qu'on construit là-bas, cette perception que l'on a construit historiquement, eh bien, elle nous vient. Elle nous vient avec trois considérations. La première, c'est la problématique de l'islam. L'islam qui est présenté aujourd'hui comme porté par les musulmans qui résistent en tant que Palestiniens à Israël et à sa politique. Et puis, il y a la question de l'islam, et que vous retrouvez aujourd'hui un tout petit peu partout, et qui est associé à quoi? Au terrorisme.
et qui est associé au terrorisme. Alors ça c'est encore beaucoup plus amplifié, bien entendu, souvenez-vous, en Algérie. En Algérie, où il y a eu effectivement le FIS, puis ensuite le GIA, c'est d'ailleurs, vous le savez, j'espère que ceux qui ont donné et conseillé l'armée algérienne sur sa façon d'en finir avec le GIA, d'intervenir dans les demeures et dans les villages, c'est des conseillers militaires israéliens, d'ailleurs, qui se font fort d'être les conseillers au Soudan, d'être les conseillers en Afrique, d'être les conseillers jusqu'en Inde aujourd'hui. Donc, ils conseillent, puisqu'ils sont au premier rang de la lutte contre le terrorisme, ils conseillent tous ceux qui sont opposés aux terroristes ou qui nomment leurs opposants des terroristes, parce qu'il suffit de nommer l'opposant, et aujourd'hui ça va très très vite. Si vous êtes musulman et si vous résistez à l'occupant, eh bien très très vite, celui qui veut vous soumettre, il n'a qu'à dire, ce sont des terroristes. Regardez ce qui s'est passé en Chine. En Chine, qu'est-ce qu'on dit? Les Ouïghours, parmi eux, il y a des terroristes. On va les mettre dans des camps de concentration. En Inde, l'extrême droite indienne, ce sont des potentiels terroristes. Les Rohingyas, des terroristes. Attendez, mais alors il reste qui? Tous ceux, qui sont les musulmans pacifistes? Il faut qu'ils fassent comment pour résister? Comment est-ce qu'on va entendre cette voix? La narration, ce qu'on appelle le récit, narrative, c'est-à-dire le récit qui sort de tout ceci, vient du centre, c'est-à-dire comment il y a association entre une appartenance à une religion où on a réduit la question politique, la question de la spoliation et de la colonisation au fait qu'ils sont musulmans, et comme ils résistent, ce sont des terroristes, et si ce sont des terroristes, il faut les surveiller, et s'il faut les surveiller, il faut que les moyens soient donnés à l'État pour pouvoir les empêcher d'agir. Et quels sont ces moyens? On change la loi, on les fiche, et puis on les suspecte, on les surveille. Ça vous dit quelque chose? Oui. C'est effectivement ce qui est en train de se passer pratiquement en Occident. C'est que la narration qui vient de ce centre-là, elle est devenue internationale. Et c'est la même logique. C'est la même logique. Et si vous êtes un citoyen européen, américain, avec une conscience politique, et vous dites quelque chose, le fait que vous ayez une opinion politique en tant que musulman vous traduit très très vite en islamiste, et comme les islamistes, ils sont pas nets, ils sont de potentiels terroristes. Raison pour laquelle on est très vite allé islam politique, islamisme, islam radical. Et qui dit cela? D'où ça vient, ceci? Il y a une logique historique qu'il faut que nous comprenions et qui s'est en plus amplifiée. Alors, je vous ai parlé de l'Algérie, mais à partir de 2001, Ben Laden, Al-Qaïda, l'État islamique, et puis maintenant, tout égale à tout. Tout est similaire à tout. Et de ce point de vue, on s'aperçoit qu'il y a un vrai problème dans cette compréhension où on a été jusqu'à mettre tout le monde dans le même paquet, mais ça va très très loin, parce que même aujourd'hui, des opposants qui sont au Sénégal, des opposants qui peuvent être au Mali, ou qui peuvent être en Niger, au Côte d'Ivoire, au Burkina, ou dans la République centrafricaine, on traduit ceci en un conflit religieux, et puis ceux qui résistent, difficile de les qualifier différemment de tout ce qu'on a fait, et on est dans une confusion terminologique dont la source vient aussi d'une expérience historique nommée avec toutes les dimensions dont j'ai parlé. Donc, une fois qu'on comprend ceci, on fait un pas de plus et on comprend que nous sommes dans une véritable confusion terminologique et la criminalisation de toutes les résistances. La confusion terminologique, c'est que celui qui résiste, comme en Palestine, le résistant est un terroriste. Et si le résistant est un terroriste, ça va être extrêmement difficile de savoir. Bon, alors, le Palestinien, chrétien ou musulman, qui résiste, quand est-ce qu'il n'est pas terroriste? Qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas être terroriste? Alors on dit, il ne doit pas utiliser d'armes. Oui, d'accord, mais quand il n'utilise pas d'armes, le gouvernement et les militaires israéliens, eux, tirent sur eux. Donc quand ils sont pacifistes, on ne les soutient pas, et quand ils prennent les armes, ce sont des terroristes. Donc ils font quoi? Qu'est-ce qu'il leur est donné comme alternative et comme option? Aucune, parce que, en fait, la résistance
elle va être systématiquement comprise comme un potentiel terrorisme. Et quand on rend la résistance terroriste, on la criminalise. Donc on va criminaliser toutes les résistances. Alors, encore une fois, je vous l'ai dit, Nelson Mandela l'avait compris, d'ailleurs même lui, on lui avait dit ceci, t'es un terroriste, il a fait 27 ans de prison, il est devenu président, et il a été prix Nobel de la paix, et c'était plus du tout un terroriste, mais lui, il a été fidèle à la pensée en disant non, ça n'est pas comme ça, je sais d'où je viens et je sais qui nous a soutenus, je sais qui nous a laissé 27 ans en prison, il n'était pas dupe. Moi, je suis très fier de la famille de Nelson Mandela qui a refusé que Barack Obama aille le voir sur son lit de mort, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. Il ne faut quand même pas exagérer. Il a beau être African American, ça restait un soutien de la politique américaine. Et la politique américaine a soutenu l'apartheid pendant des années, comme l'Europe. Donc il ne faut pas maintenant nous dire oui, on aime les Noirs, on a aimé Mandela, on l'a laissé 27 ans, c'est vrai, on l'a oublié, mais c'était pas faute d'amour. Enfin, c'était faute de quoi alors, si on l'a oublié? Donc ici, vous avez la criminalisation de toutes les résistances et là aussi, ce qu'il faut que l'on comprenne, c'est qu'à partir du moment où la confusion est là, qu'on traite le résistant de terroriste, ça devient difficile de le soutenir, au point que maintenant, vous voyez, observez aujourd'hui, même la gauche européenne et la gauche, ceux qui sont à gauche du spectre politique ou de l'éventail politique aujourd'hui, mais ils n'osent même pas. Ils n'osent même pas. Ils disent oui, on est avec les Palestiniens, mais attention, ceux-là, ce sont des terroristes. Il vous reste qui? Vous soutenez qui? En fait, on va soutenir Abbas parce que c'est le seul qui reste. Mais la légitimité du peuple, le fait d'avoir le courage, la gauche, les gauches, ne sont pas très courageuses sur cette question-là. Et ils sont d'autant moins courageux sur la question palestinienne que vous allez vous rendre compte qu'ils veulent. Beaucoup veulent et pas très courageux sur les questions internationales parce qu'ils se cachent derrière leurs doigts. Alors oui, on aime les musulmans, mais jusqu'à où va-t-on pour soutenir les causes justes avec la Palestine? Pas toutes les autres sauf la Palestine, c'est la Palestine et toutes les autres. C'est de cela dont il est question aujourd'hui. Les gauches en Occident sont souvent pas claires sur la question. Et on en arrive au dernier point dans cette confusion terminologique, et ça a des conséquences sur les musulmans occidentaux, et les musulmans occidentaux qui ont une analyse politique, qui disent et qui prennent parti, très très vite ils sont suspectés, parce qu'on est tombé dans le discours de Bush, qu'avait repris le Premier ministre britannique à l'époque, Tony Blair. Vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Et dès que vous êtes, vous, dans une position où vous avez une appartenance, une réflexion qui soit critique, l'expression de la critique contre nous, ça veut dire que vous êtes avec eux, donc vous êtes de potentiels terroristes. Et on vous place dans le politique. C'est-à-dire qu'en fait, on vous nie le droit d'être un citoyen avec une pensée politique. Citoyen musulman avec une pensée politique critique, c'est la porte ouverte vers la qualification suspect, potentiel terroriste, ou soutien au terroriste, ou potentiellement violent, ou fichier S. Eh bien, cette réalité, vous voyez bien comment, par amplification, ça a des conséquences sur nous tous, parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit que ce que disait Netanyahou à l'époque, maintenant vous allez savoir ce que c'est que le terrorisme, face à ce terrorisme-là, augmentation de la sécurité et suspicion généralisée de toutes celles et de tous ceux qui sont droits dans leurs bottes, dans leur identité, et qui revendiquent en tant que citoyens une pensée politique indépendante et revendicatrice des droits de chacun à égalité d'humanité et de dignité. Vous voyez bien combien ça nous amène à nos réalités aussi en Occident, et à quoi il faut ajouter bien entendu, la propagande médiatique, parce que tout ce que je viens de vous dire, la propagande médiatique, elle joue à plein dans tous ces niveaux-là. Et de la même façon, à partir du centre, c'est une couverture sur ce que l'on dit de la question culturelle, sur ce que l'on dit de la question religieuse, sur ce que l'on dit de la question démographique. Mais la question démographique, mais écoutez ce qui se dit en Europe, c'est-à-dire attention, les musulmans se multiplient, Bruxelles va devenir une capitale musulmane, et puis Londres, et puis attention,
Et donc, attention, le processus démographique, celui qui est le même, qui va permettre à un État comme l'État israélien d'avoir une législation qui empêche la démographie d'aller jusqu'au bout de son processus démographique et démocratique, eh c'est ce que vous avez en Europe. C'est ce que vous allez avoir dans les pays européens. C'est-à-dire, au nom de la crainte de la démographie, changer la loi. Alors qu'on nous disait à nous, vous allez changer la loi. Ben non, vous voyez comment les conflits se répondent et comment on va d'un miroir à l'autre. Et aujourd'hui, par rapport à l'Occident, souvent, Israël, comme je vous l'ai dit, est présenté comme le centre. Alors j'en arrive à ma conclusion. Et ma conclusion, elle est celle-ci. C'est celle de la logique des résistances. Et ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est que vous voyez bien, je vous l'avais dit, c'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui est complexe, mais il y a bien une ligne directrice. Et qu'il faut faut la comprendre, faut la maîtriser, pour savoir comment se positionner politiquement par rapport à cela. Et donc, il y a à rétablir des vérités. Et ces vérités, ce sont des vérités historiques, comme des vérités conjoncturelles, comme des vérités sémantiques. C'est-à-dire renouer avec les faits, renouer avec les circonstances conjoncturelles, ne pas tout mélanger. Faites attention, ce n'est pas parce que je dis que le centre a des conséquences partout, que partout c'est la même chose que le centre. Non, je veux dire ce qui se passe dans les pays africains, ce qui se passe en Europe, ce n'est pas ce qui se passe là-bas. Mais ce qui se passe là-bas, dans la logique de son expression, a des conséquences sur ici. C'est ça que je veux dire. Et donc ici, il faut rétablir aussi les terminologies, savoir qui nomme, comment l'on nomme, pourquoi l'on nomme de cette façon-là. Et ça, c'est une des choses les plus importantes dont nous ayons besoin aujourd'hui, c'est l'information. Et faites attention, prendre les nouvelles des réseaux sociaux, c'est pas être informé. C'est simplement avoir des stimuli. Après l'information, c'est la lecture, c'est la composition du paysage historique, de la relation avec les faits. Et nous manquons de jeunes femmes et de jeunes hommes qui soient équipés de ce point de vue. Vous avez en face de vous des gens qui sont beaucoup, et je l'ai vu là dans les quelques débats que j'ai pu avoir ces derniers jours, qui sont très portés par la propagande. Mais en face de la propagande, c'est la clarté du discours, c'est la connaissance historique. Regardez ce que font les nouveaux historiens israéliens. C'est pointu, c'est clair, c'est argumenté, c'est documenté. Nous avons besoin de cette connaissance. Nous avons aussi besoin d'établir des connexions, de comprendre comment les choses se passent entre les différents conflits. Si vous ne pourrez pas tout à fait comprendre ce qui se passe et qui continue de se passer de façon centrale en Palestine, si vous ne commencez pas à établir des liens et comprendre aussi les logiques répétées, parce que la Chine et les Ouïghours, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui la répression, ce n'est pas d'aujourd'hui les camps de concentration, ça date d'années et d'années. Le premier qui a commencé à les cibler, c'est Mao. C'est ce que ne vous diront pas les communistes bienveillants entre eux, malveillants par rapport à ceux qui leur résistaient. Mao, déjà, sa révolution culturelle. Et puis, en Russie, le Caucase, la répression, elle est très très ancienne, des millions de personnes qui sont là-bas. Et puis vous pouvez ajouter ceci, ce qui se passe sous vos yeux en Inde, ce qui se passe avec les Rohingyas, ce qui se passe au Cachemire, les réalités africaines aussi. Tout ça, il faut comprendre la connexion des conflits, parce que ces conflits-là sont connectés. Il y a des logiques qui sont les mêmes sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan religieux, sur le plan culturel, même sur le plan racial, raison pour laquelle il y avait une conscience très profonde, très profonde en Afrique du Sud, que là, pour que Mandela dise « Nous ne serons jamais vraiment libres en Afrique du Sud tant que les Palestiniens seront occupés », c'est qu'il a compris la relation. Il l'a compris, mais ça, il l'a dit il y a combien de temps? Il l'a dit il y a 50 ans. Il y en a qui ne l'ont pas encore compris. Black Lives Matter, par exemple aux États-Unis, ils ont bien compris le lien. Ils ont compris que le destin des Palestiniens était lié à leur dégradation raciale, c'est-à-dire leur racisme et le mépris qu'ils vivent, eux, du fait qu'ils sont noirs, c'est le même mépris du fait qu'ils sont arabes, du fait qu'ils sont musulmans, du fait qu'on leur
qu'on les considère comme des citoyens de seconde classe, si encore il y a une classe dans la citoyenneté palestinienne, ce dont je doute aujourd'hui. Donc il faut qu'on se rende compte qu'il y a des connexions, il faut les établir, il faut avoir cette conscience-là et comprendre ce qui est en train de se passer, et ceci jusqu'en Amérique latine. C'est-à-dire que vous allez voir, je veux dire, la conscience de ceux qui étaient à gauche en Amérique latine ou en Bolivie, ou même celui qu'on a totalement diabolisé sur certaines choses, il avait un discours populiste, mais il avait une conscience de l'engagement palestinien, Chavez par exemple, et ceux qui ont été la Bolivie, qui ont été le Paraguay, ils comprenaient, il y a un problème. Il y a un problème. En d'autres termes, la logique avec laquelle vous nous méprisez, vous nous avez colonisés, vous continuez à nous coloniser économiquement, c'est à l'échelle mondiale ce que vous faites à l'échelle régionale. C'est le même spectre, le même miroir. Et donc, de ce point de vue, il faut... Et vous comprenez bien maintenant que c'est pas nous, les musulmans, on va s'occuper de ce qui se passe dans les sociétés majoritairement musulmanes, où nous sommes, nous, les opprimés de la terre, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Ça, c'est le degré zéro de la conscience politique. Le vrai discours de celui qui porte une foi, une conscience politique, c'est qu'il sait que l'opprimé, quelle que soit sa couleur, quel que soit son sexe, quel que soit son origine, quelle que soit sa religion, quelle que soit son appartenance, il est opprimé, point, je suis de son côté. Et quand je suis de son côté, c'est que je comprends la complexité de son combat, c'est-à-dire je vois les liens, je les établis, je les comprends. C'est pas une espèce de conscience victimaire comme ceci, ils nous aiment pas. Ben, si c'était une question d'amour, ça se saurait. C'est une question de justice, c'est une question de dignité, c'est une question de compréhension aussi. Et puis d'éveiller les consciences. C'est là où vous commencez à devenir dangereux. C'est encore une fois, la violence des violents, elle n'est pas dangereuse. C'est l'intelligence des sages qu'on veut tuer. On n'a jamais voulu tuer Socrate qui pervertissait les jeunes parce qu'il était violent, mais parce qu'il réfléchissait. C'est l'arme aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la politique internationale, c'est l'intelligence et la sagesse, et puis le temps, et puis la connexion, comprendre la complexité de ces enjeux-là. Donc c'est ceci aussi qui est le troisième point, d'être du côté des opprimés, avec une condition, c'est l'autocritique courageuse, c'est-à-dire de voir ce que, je veux dire, quand on dit pas en mon nom, ça veut dire de comprendre que les plus grands traîtres à l'islam, les plus grands traîtres aux principes islamiques, ce sont ceux qui sont au pouvoir dans les sociétés majoritairement musulmanes. Dans les sociétés majoritairement musulmanes, ce sont eux qu'il faut savoir critiquer, c'est eux qu'il faut mettre en face de la réalité et en face de des principes qui sont les nôtres. Donc cette autocritique, il faut l'avoir aussi. Il faut avoir le courage de la critique, le courage de l'autocritique et le courage de l'action avec la critique et l'autocritique. Et ça n'est pas donné à tout le monde, mais tout le monde est invité à le faire. Donc, à partir d'un certain moment, il faut faire son choix, et puis il faut arrêter la pensée victimaire qui dit « ils sont tous coupables ». Non, je veux dire, les Palestiniens n'en seraient pas là si on avait quelques dirigeants qui étaient un peu courageux, voire des intellectuels et des savants. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que beaucoup des leaders musulmans font beaucoup dans la lâcheté, et beaucoup de savants aussi. Oui. Les savants du pouvoir et les leaders sans pouvoir, mais pour le pouvoir, et puis qui n'osent pas dire les choses. Et donc, ceci, c'est une position qui doit être importante. Et puis, je terminerai en disant, 3 choses viennent compléter ceci. Une position religieuse aussi qui doit être claire. Est-ce là le respect de chaque spiritualité, de chaque religion, et en particulier en Palestine, chaque religion doit pouvoir avoir accès à son lieu saint égalitairement. C'est vrai là-bas et c'est vrai dans toutes les sociétés. Il ne peut pas y avoir de contraintes en matière de religion. Cela nous fut dit au 7e siècle pour l'éternité et nous devons être les garants. Par rapport à l'hindou, par rapport aux bouddhistes, par rapport à l'africain, par rapport aux religions traditionnelles, aux juifs, aux chrétiens, par rapport à tous. Il ne peut pas y avoir de discrimination et de contraintes en matière religieuse. Et il nous est dit, si Dieu l'avait voulu, tout le monde sur la terre aurait cru. Est-ce que toi, tu vas les contraindre? Toi, tu n'es pas là pour ça. Toi, tu es là pour défendre leur liberté de croire, voire même de ne pas croire. C'est pas toi qui décides de ce qu'il y a dans les cœurs. Mais cette position de principe, il faut en faire un argument politique, un élément de ton idéologie, de l'idéologie qui dit « je me battrai
pour ça. Ça, c'est sur le droit et la dignité. Et donc, à un moment donné, il ne faut pas simplement se battre contre, mais c'est quoi notre proposition? Qu'est-ce que nous voulons? Quand on me pose la question, moi je veux quelque chose de simple. Des sociétés plurielles où les droits sont égaux pour les femmes et les hommes, pour les noirs, les blancs et toutes les couleurs du monde, les riches et les pauvres. Mais c'est simple ce qu'on veut. Mais en face de la simplicité d'un état de droit digne de chacun des êtres qui le constituent, il faut faire face aux corrompus, aux menteurs, aux spoliateurs de la terre, aux amoureux de l'argent et du pouvoir. Et cela, il faut qu'ils nous trouvent, encore une fois, jamais dans la violence, mais toujours dans la détermination, la sagesse et le courage. Voilà, c'est un tout petit peu ceci que je voulais mettre en évidence pour que nous comprenions la logique de nos résistances. La logique de notre résistance, elle est vraiment dans la cohérence. Notre force sera la foi, la sincérité et la cohérence. Pas moins, pas plus, et ceci est déjà suffisant. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai pris 1h15 du temps. Je vais prendre 3 questions, et puis à partir de ces questions-là, je ferai en sorte de pouvoir vous répondre. On va me donner vos questions à l'instant. Voilà, donc voilà les questions. Vous êtes avec moi, vous suivez toujours. Alors, la première question, comment sortir de la crise à notre niveau durablement en tenant compte de toutes ces réalités? Non, d'abord, vous ne décidez pas à votre niveau de sortir. Ce n'est pas vous qui décidez, j'entre dans la crise, j'en sors. La crise, elle est là. Et la crise, elle nous renvoie à nos responsabilités. Alors, comment sortir de la crise? Non, il faut déjà la comprendre, la crise. Comprendre ce qui est en jeu. Et de là où nous sommes, eh bien, il faut faire ce que nous avons à faire. Alors, je l'ai dit et je le redis en 3 axes. Le premier, c'est vraiment faire un travail aujourd'hui, si je peux me permettre. Alors là, vous êtes là ce soir sur les réseaux sociaux, vous me suivez parce que c'est comme ça aujourd'hui qu'on peut communiquer. Mais à un moment donné, il faut fermer tout ça, il faut prendre un livre et puis il faut s'instruire. Il faut s'instruire. Et personne d'entre vous ne vienne me dire « oui, moi je lis pas, je sais pas ». Non, non, il y a suffisamment de sources maintenant pour s'instruire. Ou alors vous regardez, il y a vraiment des choses qui sont extrêmement bien faites, des vidéos, des résumés de la situation qui vous permettent d'être mieux informés. Déjà, ça c'est un élément qui est nécessaire. Et j'aimerais vous dire une chose, le courage que vous pouvez acquérir se mesure à la confiance que vous développez. Je m'explique. C'est-à-dire, quand vous développez une confiance dans le savoir, dans la compréhension des choses, eh bien, cette confiance, elle va se traduire en un courage. Enfin, pas toujours, parce qu'il y en a qui savent et qui sont peureux. Mais être courageux sans savoir, c'est être un peu fou. Être courageux en sachant, c'est être sage. Et donc, il faut savoir et puis ensuite, il faut développer un discours. Alors, c'est ce que je vous disais. Le développer à partir d'un certain moment, c'est être capable de montrer les liens qu'il y a avec qu'est-ce que l'on dit à partir de la question palestinienne, qu'est-ce que l'on dit par rapport à notre situation. Là, bientôt, dans les prochains jours, je publierai un texte sur la nouvelle géographie des partis d'extrême droite et des partis plus traditionnels, en montrant en quoi l'immigration et l'islam révèlent de leur positionnement. Et vous verrez que ça, c'est en miroir avec tout ce que je viens de dire ce soir, plus spécifiquement par rapport à l'islam. Mais donc, il faut s'armer par ce savoir-là, il faut pouvoir expliquer ces connexions autant que l'on peut, et puis, dans son engagement, eh bien, il faut avoir du courage. À un moment donné, la première question et l'unique question dans votre formation. Donc, on s'équipe par la formation, parce que s'éduquer, c'est se donner les outils pour comprendre. Et puis ensuite, à un moment donné, on se pose la question, mais quelle est mon utilité là où je vis? Alors, certains d'entre vous vivent en Afrique, dans certains pays africains. D'autres vivent en Europe, d'autres vivent aux États-Unis ou en Asie. Ben là où vous êtes, vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Eh bien, d'abord, il faut vous servir vous-même. Donc, avant de servir autrui, vous servir vous-même par votre éducation. Ensuite, il y a toute votre démarche spirituelle et personnelle. Et puis, il y a l'acquisition de la connaissance. Puis, à un moment donné, là où je vis, je dois comprendre les dynamiques. Je dois comprendre comment interagir avec le public. Qu'est-ce qui n'est pas compris par mes
mes frères et sœurs en humanité? Qu'est-ce qui n'est pas compris par mes concitoyens? Et faire un travail d'émancipation intellectuelle, permettre aux gens qui vous entourent de se désaliéner de la pression médiatique. 80% des gens qui vous entourent ne croient pas les journalistes. Et pourtant, ils les écoutent et ils suivent ce qui est dit. C'est-à-dire, ils s'en méfient, mais ils n'ont pas d'autre voie que de suivre ce qu'il leur est dit, tellement la pression est forte, tellement l'avalanche médiatique est forte. Et bien, de ce point de vue-là, ce qu'il faut faire, c'est être l'alternative. Donc vous voyez bien que vous ne pouvez pas être l'alternative de l'information si vous n'êtes qu'entre vous, si vous n'interagissez pas avec le monde qui vous entoure. Et puis après, très concrètement, quand on ne peut pas changer le centre, eh ben, on travaille à la périphérie, dans des actes qui sont des actes de revendication, de la justice, de la dignité humaine, et de s'engager en permanence. Donc c'est à partir de ce moment-là que vous devenez un agent, femme ou homme, de responsabilité, de paix et d'apaisement dans la société, de réconciliation de la société avec les principes. Donc c'est de cela dont il s'agit, c'est de cela dont il s'agit, c'est cela qu'il faut faire et s'engager, c'est comme ça qu'il faut se réveiller, et non pas simplement avoir... vous savez, les réactions émotionnelles disent que vous avez un cœur, mais elles ne sont pas la preuve que vous ayez un esprit. Or, la façon dont Dieu nous a créés et dont la nature nous a faites, c'est un cœur et un esprit. Il faut avoir le cœur qui réagit. Il faut que le cœur pleure, il faut que le cœur crie quand il voit ses semblables. Et si on réussit par les informations à atrophier votre cœur, à faire en sorte que vous avez vu tellement d'horreurs que vous ne réagissiez plus, vous êtes devenu un être humain dangereux. Un être humain que les atrocités ne réveillent plus est un être humain dangereux. Mais ce qui est aussi grave, c'est un être humain qui, certes, réagit, et ça c'est un signe d'humanité. Si ton corps pleure, si ton cœur pleure, si tes yeux pleurent, c'est qu'il y a de l'humanité en toi. Mais tu ne peux pas te suffire de l'humanité émotionnelle. Il faut qu'il y ait une humanité intellectuelle et qu'à partir de l'émotion, tu en fasses quelque chose. Un être humain qui vous voit pleurer pour sa misère peut être touché, mais il sera d'autant plus réconforté si, à partir de vos larmes, vous vous engagez pour que sa misère cesse. Il ne faut pas compatir à sa misère, il faut s'engager à ce qu'elle cesse. Et s'engager à ce qu'elle cesse, c'est faire travailler sa tête, c'est commencer à maîtriser ses émotions pour en faire quelque chose. Quelle solution proposez-vous pour une paix définitive? Eh bien, j'en ai beaucoup parlé, et par rapport à vous savez, encore une fois, l'objectif ultime, la finalité ultime de l'islam, c'est salam, c'est la paix. Mais la paix a des conditions. Et les conditions, ce sont ceux de la dignité respectée de chacun et de la justice pour chacune et chacun. Femme, homme, et de quelque origine que vous soyez, de quelque religion. Il n'y aura pas de paix dans la région si les conditions de la justice ne sont pas réunies. Et les conditions de la justice, moi je le dis depuis 30 ans, ce sera un État dans lequel toutes les religions et les personnes sans religion vivent ensemble avec une loi qui ne discrimine personne sur le plan religieux, qui est à équidistance de toutes les religions et qui les respecte, et qui permet à ce que Jérusalem soit un lieu où toutes les confessions soient respectées égalitairement et où le processus démocratique soit respecté malgré et avec et dans le respect de l'histoire de la démographie. On ne peut pas accepter que des gens, à cause d'une démographie particulière, finissent par ne plus respecter les principes démocratiques. Donc ça c'est un vœu, pour l'instant c'est un vœu pieux, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut, de ce point de vue, que nous gardions cette logique, que nous gardions ces principes pour nos sociétés en Occident, comme pour les sociétés à travers le monde. Et il ne peut pas en être autrement, même dans la région, même en Palestine. Il n'y a pas un État qui serait de
qualification juive à l'exclusive de tous les autres, au point que quand on est un citoyen israélien qui ne soit pas de confession juive, on soit traité comme un citoyen de seconde zone, voire même qu'un juif de Russie ait plus de droits alors qu'il est arrivé hier que des gens qui vivent sur la terre depuis des décennies et des siècles. Ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable. C'est accepté nulle part en fait. Et pourquoi on devrait l'accepter ceci pourquoi devrait-on l'accepter? Pour la simple et bonne raison que si vous ne l'acceptez pas, on va vous faire du chantage. Si vous n'acceptez pas nos injustices, c'est que vous êtes antisémite. Or, de telles accusations sont deux fois l'aliénation de la conscience juive. Et il faut entendre un certain nombre de rabbins, d'intellectuels juifs, qui sont de ce point de vue-là très clairs sur le fait que le projet sioniste est la plus grande des trahisons de la spiritualité juive. Ce que je crois, d'ailleurs, ce que je crois, c'est que Israël est devenu, dans l'histoire récente, d'une conscience nationaliste et raciste, ce que le veau d'or a pu être dans l'histoire du fétichisme et des nouvelles idoles. Mais ça, encore une fois, je préfère l'entendre dire et le partager avec des femmes et des hommes qui, de l'intérieur de la tradition, comprennent que cette idéalisation, cette idolâtrie de la terre et de cet État finit par faire à ceux qui le dirigent, alors même que pour certains d'entre eux, ils sont athées, ne croient pas en Dieu et sont totalement déconnectés de toute la tradition spirituelle juive, eh bien, font les pires horreurs et sont des racistes en fait. Sont des racistes. Sont des racistes. Ils pensent effectivement que ces Arabes-là, je veux dire, mais les mots qu'on emploie, des rats, des gens exterminés, des chiens, des gens à éliminer. Tuer un Arabe ou tuer un Palestinien, c'est pas encore tuer un être humain. La déshumanisation raciste de l'autre. Et vous le savez, on l'a déjà vu ça dans l'histoire. Encore une fois, tous les habitants d'Israël ne pensent pas comme ça, mais ce qui me gêne, moi, c'est que trop de citoyens israéliens se taisent à côté de gens qui pensent comme ça. Quand on se tait, quand cette pensée est répandue, c'est grave et dangereux. Dernière question. Pensez-vous que les États africains sont dignes de Thomas Sankara, qui, lors de la 39e session de l'ONU, avait clairement pris position en condamnant le gouvernement israélien soutenu par une humanité inhumaine, disait-il? Ben, écoutez, votre question est déjà... la réponse est déjà dans votre question. Sankara avait une conscience aiguë de son projet. Ce qui était tout à fait étonnant avec Sankara, c'est que dans le pays des hommes intègres, au Burkina Faso, il avait la conscience de ce qu'il fallait pour libérer son pays de la corruption. Il avait un projet national qui n'était pas nationaliste. Un projet national qui n'était pas nationaliste. Il avait la conscience de l'Afrique, il savait que si ça pouvait réussir, ça devait être un modèle pour ceux qui étaient autour de lui, et il avait compris en quoi tout ce que je vous dis se répercutait, c'est-à-dire à partir du moment où on comprend comment sont traités les Palestiniens, on peut comprendre à l'ère coloniale et post-coloniale comment sont traités les Africains aussi, et que il résistait à cette logique-là. Il se trouve que depuis, l'oppression en Palestine a continué et l'expansion des intérêts israéliens en Afrique s'est multipliée sans doute par 10. Vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui les réalités africaines si vous ne voyez pas les 3 agents qui sont présents dans le pays aujourd'hui de façon plus importante encore. C'est les États-Unis, l'Occident d'un point de vue général, les États-Unis avec encore ici et là la France, la Grande-Bretagne, la Chine extrêmement présente et Israël. Et Israël qui est très très présente. Il faudrait ajouter pratiquement maintenant un 4e acteur qui est très récent dans sa présence en Afrique, c'est la Turquie qui commence maintenant à ouvrir des ambassades et être très présent. Mais vous ne pouvez pas comprendre l'Afrique si vous ne savez pas ça. Sankara avait cette vision-là, il était jeune et il avait compris, il avait peut-être trop bien compris, c'est pour ça qu'on l'a éliminé.
Il ne faudra pas oublier aussi le rôle de l'État français dans la disparition, par l'intermédiaire de Houphouët-Boigny, par l'intermédiaire de Compaoré. Faut être fort quand même hein, pour faire en sorte que votre frère de lait finisse par avoir raison de votre vie. Il faut être fort. Il faut être fort et il faut savoir que, faut être vigilant aussi. Il faut savoir que même ceux qui sont proches de vous, même ceux qui vous ont accompagné, sont capables des pires des actions pour des intérêts, pour de l'argent, pour le pouvoir. Mais non, non. Si je dois répondre à votre question, non. La réponse, elle est dans votre question. Ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur. C'est même carrément le contraire. Ils sont soutenus par ceux qui soutiennent un État qui martyrise et massacre un peuple. Donc la conscience africaine aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. J'ai beaucoup d'espoir dans la jeunesse africaine, beaucoup d'espoir dans cette conscience. Les Africains sont là, sont présents, ils sont debout. J'ai beaucoup moins confiance dans ces États et dans ce qu'ils représentent aujourd'hui de compromission et de corruption. Et donc, il faut garder la ligne. Il faut garder la ligne, et toujours cette ligne, celle que j'ai essayé de traduire dans cette intervention. Voilà, j'ai fait 1h30 exactement depuis le début de mon intervention avec vos questions. J'y reviendrai peut-être dans d'autres interventions, mais j'aimerais pour ceux qui ont entendu cette conférence que vous en gardiez les 10 dimensions dont j'ai parlé, que vous y reveniez. Elle restera sur les réseaux sociaux, cette conférence, vous la trouverez même sur mon site. Revenez-y parce qu'elle est simplement une grille de lecture à partir de laquelle vous pouvez aussi développer votre propre compréhension, prendre votre envol, étoffer cette réflexion et vous permettre d'agir là où vous êtes. Parce qu'au bout du compte, dans sa conscience, dans sa foi devant Dieu, dans sa relation d'humanité, de fraternité humaine devant les hommes, on a le droit de pleurer devant la souffrance des hommes, mais on a le devoir de se lever pour y mettre un terme. Ça, c'est quand même notre responsabilité. Que Dieu vous aide, que Dieu vous aime. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et à une prochaine conférence mensuelle au mois de juin, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Que la paix vous accompagne.